ce message transmis oralement commence à s'éparpiller après la mort du prophète, entre des compagnons et des témoins dont certains ont appris les textes par cœur. D'autres ont transcrit différents passages sur des morceaux de cuir, des palmes, des os d'omoplate. Diverses versions commencent à circuler, d'autant plus menaçantes pour l'unité du message que les règles de l'orthographe et de la grammaire arabe ne sont pas encore fixées. D'où l'importance cruciale de la décision prise par le calife Osman de coucher par écrit la version officielle unifiée de la révélation, le Coran. Mais lorsque la foi suscite la conquête, que la conquête ouvre la voie à l'Empire et que l'Empire conduit à la construction de l'État, se posent les problèmes de pouvoir, éclatent les dissensions et les rivalités. Une période s'ouvre où l'idéalisme religieux s'oppose au réalisme politique, où les divergences doctrinales se mêlent aux intérêts claniques. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des 4 califes, qui furent les compagnons du prophète, à Moawiya, descendant d'une grande famille mécoise qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Moawiya qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyyades qui régnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont empreints d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne, où ils ne trouvent aucune mosquée, seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens. Ces derniers assistent à une messe le dimanche, là même où les musulmans auront conduit la prière du vendredi. Les musulmans ne chercheront pas à forcer l'islamisation des peuples conquis. Au contraire, ils protégeront les autres cultes en se contentant de les soumettre à un impôt unique, la jizya. Chrétiens de diverses obédiences, juifs, zoroastriens, seront souvent intégrés à l'administration califale. Mais ils ne jouiront pas des droits et des privilèges réservés aux musulmans, à moins de se convertir à leur tour. Ce que les califes omeyyades, paradoxalement, n'encourageront pas. Car une question cruciale pour le destin de l'Empire commence alors à se poser. Un formidable pouvoir est échu en quelques décennies à l'aristocratie commerçante arabe et sur des dizaines de peuples, dépositaires de cultures et traditions millénaires, dont certaines sont beaucoup plus savantes et plus raffinées que celles des Arabes. Les Omeyyades vont-ils imposer à tous ces peuples un statut d'infériorité permanente vis-à-vis des Arabes? Ou, au contraire, leur offrir par la voie de l'islamisation et de l'arabisation de participer à part entière à ce pouvoir? Les Omeyyades voudront, coûte que coûte, réserver le monopole du pouvoir à l'aristocratie commerçante arabe. Ils verront se dresser contre eux une dynastie arabe rivale, celle des Abbassides, alliée aux éléments non arabes, revendiquant une égalité de statut que le Coran leur reconnaît expressément. Or, le Coran, désormais recopié à des dizaines de milliers d'exemplaires, est entre toutes les mains. Et chaque musulman est tenu de le lire, de l'étudier, de l'interpréter selon sa raison. Les jours de la dynastie omeyyade sont dès lors comptés. Première dynastie, le calife, entre 650 et 750 environ, c'était celui des Omeyyades. Alors là, c'était vraiment un empire arabe, une domination arabe, sans trop de complexe. Mais en 750, il y a eu une espèce de révolution
par laquelle tous les peuples soumis surtout des Persans et des Araméens, ont déclaré: nous sommes convertis à l'islam maintenant, nous devons avoir le pouvoir comme vous autres, comme les Arabes. Et alors ils ont établi non plus un empire arabe, mais un empire musulman. Alors, le monde islamique pourra faire appel aux talents disponibles au sein de tous les peuples conquis, souvent dépositaires de cultures millénaires, dont certaines sont plus raffinées que celles des Arabes. Alors, ce monde islamique connaîtra une effervescence intellectuelle qui de proche en proche gagnera tous les domaines de la connaissance. Alors, les savoirs antiques, qui avaient jusque-là survécu dans la pénombre de conditions précaires, apparaîtront en pleine lumière pour donner un élan nouveau à la pensée universelle. Dans la petite ville syrienne de Raqqa, le souvenir de l'âge d'or de l'islam est encore vivant. On le retrouve dans les ruines d'une cité construite au 8e siècle comme une réplique en miniature de la prestigieuse Bagdad. Ce souvenir est aussi entretenu aujourd'hui dans les manuels scolaires, comme le rappellent ces enfants rencontrés par hasard. قام ببنائها أبو جعفر المنصور وأكمل بنائها هارون الرشيد، وقد حاول هارون الرشيد في بناء هذه المدينة تقليد مدينة بغداد. نعم، كان هناك كثير من العلماء كالبستاني، وهو كان من مواليد الرقة وأبرز العلماء الفلكيين، وبرع حتى أن هناك منطقة في القمر تسمى على اسمه، تسمى بطيلموس العرب. لا تستاهل جائزة، أكثر جائزة يعني بس ابن رئيس النادي. Bagdad évoque au milieu du 8e siècle la victoire des Abbassides sur les Omeyyades. Or, cette victoire marque bien plus que le remplacement d'une dynastie par une autre. C'est une nouvelle conception du pouvoir qui s'impose en islam. Pour les Omeyyades, le pouvoir restait le monopole des Arabes. Pour les Abbassides, il doit être partagé entre Arabes et non-Arabes en vertu du principe d'égalité entre tous les musulmans. Les Abbassides vont alors pouvoir compter sur les talents qui se refusaient aux Omeyyades. Et ils vont élargir considérablement les horizons intellectuels de l'Empire. Mais d'abord, les premiers califes abbassides doivent marquer dans l'espace leur nouvelle domination. Ils veulent une capitale qui exprime leur parti pris multiethnique. C'est le deuxième calife Al-Mansour qui va s'en charger. Il va chercher pour cela un emplacement vierge, qui ne soit ni celui d'une ville arabe, ni celui d'une ville perse, et qui soit assez central pour surveiller toutes les régions de l'Empire. Il le trouve près d'une bourgade située entre le Tigre et l'Euphrate, au climat tempéré, dans une plaine fertile, au carrefour de grandes routes caravanières. Ce sera Bagdad. La ville ronde a été construite sous la direction de 4 architectes. 100 000 artisans y ont participé, venus de tous les coins de l'Empire, pour exprimer à la fois leur allégeance politique et l'entrelacement harmonieux de leurs traditions et de leurs techniques. Ce gigantesque chantier a été achevé en 3 ans. Bagdad comptera jusqu'à 1 million d'habitants, d'origines et de religions diverses. À la même époque, Rome, la ville la plus peuplée d'Occident, ne comptera que 30 000 habitants, et Paris, guère plus de 5 000. Mais nous ne pouvons plus rien voir aujourd'hui de la capitale abbasside. Construite en briques, plusieurs fois abîmée ou détruite puis reconstruite, elle disparaîtra définitivement lors des invasions mongoles au XIIIe siècle. Bagdad brille de l'éclat des étoiles mortes. Nous pouvons la rêver.
l'a rêvé à travers les témoignages de ses contemporains, à travers les légendes et les mythes qu'elle a inspirés, et puis à travers la présence des cités de l'islam encore vivantes. Car ces cités furent bâties dans son sillage, conçues par rapport à elle. Bien après s'être évanouie, la splendeur de Bagdad continue de hanter les palais du Caire, les jardins de Grenade, les mosquées de Fès ou d'Ispahan, les médersas de Samarcande. Un contemporain s'émerveille. Bagdad, centre du monde, nombril de la terre. Elle n'est à nul autre comparable en dimension ou en grandeur, par la majesté de ses bâtiments, par l'abondance de ses eaux jaillissantes, par la pureté de son air. Habitée par une multitude de races venant de toutes les régions, des plus proches aux plus lointaines, chacun de ses habitants y possède sa boutique ou son commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la terre affluaient naturellement vers elle. Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des 1001 nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous y verrez une multitude de peuples. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps, ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ses califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux corps de clercs. D'une part les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée, d'autre part une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires, appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Cette élite va trouver un formidable protecteur en la personne du calife Al-Ma'amoun. C'est Al-Ma'amoun qui a écrit la page la plus brillante de l'histoire intellectuelle de l'islam. Devenu calife, il a offert sa protection et son soutien à tous les esprits libres de son époque, notamment en les défendant contre les théologiens traditionalistes. Plus qu'aucun autre, Al-Ma'amoun a pris la mesure du défi posé au califat. Pour gouverner un empire aussi vaste, en assumant la diversité de ses populations et de ses cultures, il lui fallait à la fois mobiliser tous les talents de son époque et faire appel à tous les savoirs acquis au cours des époques précédentes. Al-Ma'amoun, c'était quelqu'un qui était un souverain très éclairé et qui a voulu faire de Bagdad une capitale brillante. Bon. Et il a donné les moyens à ceux qui étaient capables de la rendre brillante, il a donné les moyens de le faire. Pourquoi? C'est parce que d'une part, c'était un empire qui était riche, c'était un empire qui était très vaste, avec échange d'informations surtout. Et vous aviez des gens de passage à Bagdad qui venaient de la Chine. Et vous aviez donc des gens qui vous racontaient ce qui se passait en Chine, quelle était la géographie locale, que c'était... Bagdad, à l'époque, c'était au croisement de tas de choses au niveau culturel. Vous aviez tout le monde, l'ancien monde hellénistique,
Vous savez, les manuscrits grecs, ils étaient sur place, parce que l'Empire recouvrait une partie de l'ancien Empire byzantin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à aller chercher les manuscrits. Ils étaient dans les monastères, ils étaient dans les anciens centres culturels, les manuscrits étaient là. C'était pas un déplacement. Le passage d'une culture à l'autre n'était pas un passage d'un lieu à l'autre, c'était sur le même lieu que ça se faisait. Alors quand on avait besoin de manuscrits très particuliers, on allait éventuellement les chercher à Byzance, où on demandait à propos d'un traité de paix que des manuscrits soient mis dans la balance pour le traité de paix. Mais la plupart des textes étaient déjà sur place. Et il se trouve qu'à Bagdad, tout le monde s'est mis à travailler ensemble, et on parle beaucoup du multiculturalisme de Cordoue, mais Bagdad au IXe, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Bagdad au IXe, vous aviez à la fois des musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des sabéens, et tout le monde travaillait ensemble. L'important, c'est qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Et là, on voit que El Ma'moun a réussi, et je crois que c'est la plus belle réussite pour ce qu'est splendeur d'une capitale. Parce qu'après les Fatimides ont essayé au Caire, il y a eu de très beaux résultats, mais ça ne vaut pas Bagdad au IXe siècle. C'est-à-dire vous avez eu après l'Andalousie, vous avez eu de beaux résultats aussi, mais c'est sûr que ça ne vaut pas Bagdad. Bagdad au IXe, c'est passionnant pour ça. Parce qu'effectivement, on a tout un mélange là qui est extraordinaire. Al-Ma'moum décide d'offrir aux savants de son temps le privilège de disposer de tous les savoirs antiques, traduits en une seule langue, l'arabe. Il ordonne de rassembler les manuscrits existants sur les territoires de l'Empire et se procure les autres ailleurs, à Byzance, en Inde, en Chine. Il mobilise les talents nécessaires pour transposer ce fond du grec, du syriaque, du persan ou du sanskrit en une langue arabe adaptée aux subtilités conceptuelles de la philosophie, aux abstractions de la mathématique, à la mesure astronomique. Cet immense effort a pour centre Bet al-Hikma, la maison de la sagesse. La Maison de la Sagesse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale, qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un certain nombre, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères, où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. Né d'une mère perse, Al-Ma'moun a d'abord été gouverneur du Khorasan dans l'Iran actuel. Là, il s'est imprégné de culture perse, d'influences indiennes, et surtout, il a découvert la science des Grecs auprès des savants chrétiens. Une nuit, raconte Al-Ma'moum, j'ai vu en rêve un homme assis dans la posture des sages. Je lui ai demandé, « Qui es-tu » Il m'a répondu, « Aristote le sage ». Alors je lui ai posé la question, « Dis-moi comment définir une parole juste ?» Celle qui est conforme à la raison. Mais encore, celle qu'apprécie l'interlocuteur. Mais encore, celle dont on n'a pas à craindre les conséquences. Mais encore, il n'y a pas d'encore. Le reste ne sert qu'à divertir les ânes. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Ma'moum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Ma'moum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire.